Salut à tous, on se retrouve pour le Mercatalk, le rendez-vous de l'été du Phocéen, un rendez-vous où on parle mercato et olympique de Marseille, même s'il n'y a pas encore de signature, il n'y a pas lieu de s'alarmer, on ne cesse de le dire. On va regarder un peu les dossiers et ce qui se présente pour l'Olympique de Marseille avec Yvan Lemay. Bonjour à tous. Salut Yvan, très heureux de te revoir. Tu viens nous voir régulièrement alors qu'on sait que c'est c'est un rendez-vous un peu agité. C'est des périodes pour toi un peu difficiles. C'est des périodes compliquées en pleine journée en plus. Mais bon, voilà. On prend le temps. C'est un produit marseillais et ça fait plaisir d'être avec vous aussi. Après, si tu parles justement de rendez-vous marseillais, c'est pourquoi j'ai aussi beaucoup de plaisir d'accueillir Kit Francescoli. Mathieu, on va t'appeler Mathieu pendant l'émission, mais Kit Francescoli, c'est un peu le Soufiane Steven français, c'est comme ça que je définis. L'électro-folk qui cartonne, qui est pas seulement parce que c'est quelque chose de marseillais, ça marche pas mal, on retrouve ça dans les pubs, on retrouve ça dans les séries, dans les films, on voit les musiques régulièrement utilisées pour les reportages. Voilà, c'est une petite consécration. Deuxième album, on va voir le visuel Play Me Again qui est sorti il y a quelques mois, et le clip, le premier extrait, c'était Les Vitrines. C'est ça. Et puis le deuxième qui est sorti, Moon, un truc à écouter très fort la nuit, en boucle, c'est pas mal. On mettra envie de devenir scénariste de comédie romantique, c'est ça? Exactement. J'ai pensé à tout quitter. J'ai appelé, j'ai la chance d'avoir le numéro de Christophe Honoré. J'ai essayé de voir avec lui qui m'apprenne un peu le métier. Ça donne envie vraiment de réaliser des films romantiques. Voilà, si vous avez un petit peu de cœur en vous, ces musiques vous parleront forcément. Tu es également... On finit avec la promo, tu es en concert à Marseille, Festival Mars Attack, Palais du Pharo. C'est pas seulement pour le premier soir le retour de la Funky Family, le deuxième soir, donc c'est samedi, c'est le 24 juin, 22h sur la scène du Palais de l'Europe. C'est ça, et voilà. Je serai aussi le vendredi effectivement pour aller voir la Funky Family, parce que comme tous les Marseillais je pense, je sais pas si on va en faire rentrer tout le monde, mais ouais, surtout le samedi pour nous, et... c'est très important parce que c'est Mars Attack, c'est le plus gros festival de rock, électro, hip-hop de la ville, et on est ravis chaque année, ou enfin à chaque fois qu'on sort des albums, d'être présent, et encore plus cette année parce qu'il y a quand même une affiche énorme et que c'est au Parc Chano. Et... Voilà, c'est à côté du Vélodrome. Il va avoir aussi je crois d'ailleurs qu'on a les loges dans le Vélodrome. Voilà, il y a les loges, c'est ce que j'allais dire. Il y a un peu c'est un peu backstage, mais voilà, il y a un petit. On a l'impression un peu on peut se prendre pour un joueur de l'OM. C'est pas mal. Et en plus à domicile, donc c'est encore mieux. Ouais. Voilà, c'est vendredi et samedi au Parc Chano. Prenez vos dispositions, attention. Il reste, je crois, encore des places, mais ça va partir vite. Ce qui va partir vite, on l'espère pas, c'est Florian Thauvin. Messieurs, on démarre cette grosse page d'actu. Florian Thauvin qui est annoncé une nouvelle fois en Italie. Alors, c'est normal, son représentant, son agent est italien, ça peut aider. Florian Thauvin qui doit renégocier son contrat, les négociations sont en cours, mais voilà, il n'y a toujours pas de signature. Et tiens, l'AS Roma a vendu Mohamed Salah pour 45 millions à Liverpool, c'est quasiment fait. Du coup, il y a une place qui se libère et on se dit, tiens, pourquoi pas Thauvin à la Roma? Il est sur la liste, c'est crédible, mais est-ce que, Yvan, tu y crois? Bon, c'est une facilité, on va dire, du côté des journalistes de la Roma, de se dire, bah tiens, qui fonctionne à ce poste et qui serait accessible, Thauvin. Salah est dans un profil assez similaire, position, joue à droite, le même jeu, je dirais, rentre souvent vers l'intérieur, etc. Donc si on regarde l'aspect technique, il peut vraiment rentrer dans les plans. Après, la Roma, comme beaucoup de clubs italiens, se sont mis à acheter des jeunes joueurs aujourd'hui à valoriser pendant 2 ans, 3 ans, et ensuite les transférer en Angleterre ou dans des championnats où il y a un peu plus d'argent. Donc je dirais, il y a 3-4 ans, la Roma, ils n'étaient pas intéressés par des jeunes joueurs de 23-24 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Alors après, Florian Thauvin, est-ce qu'il a une offre ou un contact? Je ne sais pas plus que vous. Si on refait la lecture, il a commencé à discuter d'un nouveau contrat avec Marseille. C'est légitime vu la saison qu'il a réalisée. Ça peut devenir problématique pour Marseille si aujourd'hui la Roma vient concrètement sur le joueur, parce que quand vous êtes en train de rediscuter et qu'il y a une offre de transfert qui arrive en parallèle, en principe ça n'aide pas le club à boucler le dossier et à signer le document, enfin à faire la prolongation, quoi. Mathieu, il parle d'une offre de 20 millions d'euros, ça c'est le Corriere dello Sport qui évoque cette somme. Bon, évidemment, c'est, on va dire, un montant de départ vu la saison de Florian Thauvin, il y a de quoi s'attendre à beaucoup plus, non, maintenant, vu les prix pratiqués? Ouais, mais plus que le montant, moi je pense surtout qu'il ne faut pas s'en séparer, parce que ça fait partie d'un des symboles, si ce n'est le symbole du projet.
Et ouais, avec Payet, avec Sanson et Lopez, je pense que c'est les 4 joueurs qui représentent le plus le futur proche de l'OM. C'est un argument aussi pour attirer le futur buteur, lui dire tiens, un peu ces 4-là qui vont être derrière toi. Ouais. Normalement, ça doit t'alimenter en ballon. Des joueurs, tactiquement, c'est important parce que c'est des joueurs qui s'entendent très bien entre eux. Et si on commence à changer de joueurs à ces postes-là qui sont des postes clés, ça risque d'être compliqué. Après, forcément, on l'a vu à l'époque où on avait Drogba, ou si les mecs ils arrivent avec beaucoup d'argent, on peut rien faire. Mais ça serait vraiment une très mauvaise façon de commencer le mercato, je pense. Yvan, ce qu'on peut dire, justement, à titre indicatif, si l'AS Roma vend Salah à 45 millions, c'est pas pour prendre quelqu'un de plus cher. C'est-à-dire que. Non. C'est surtout qu'à la Roma, le nouveau président américain Pallotta ne met pas d'argent. Il fonctionne uniquement avec les achats-ventes, cessions-acquisitions. Donc s'ils ont vendu 45, ça sera pour remettre 20 ou 25 sur le marché et garder le reste, pas plus. Voilà, donc ça n'ira pas au-delà de 20-25. Donc je pense pas on peut dire qu'il n'y a pas trop de mal à fermer la porte. Par contre, dernière hypothèse un peu farfelue qui vient de germer dans mon esprit, si la Roma dit on met Edin Dzeko dans la balance, sachant que l'OM cherche un attaquant. Déjà, est-ce que ce genre de choses, est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il serait capable de se séparer de Dzeko pour... En principe, on met ce qu'on appelle les contreparties techniques quand on est un petit peu embêté avec un joueur. C'est-à-dire quand on veut plus du joueur, on dit si vous voulez ce joueur-là, on peut vous donner celui-là parce qu'on compte pas dessus. Dzeko aujourd'hui, avec la saison qu'il a fait, ça me paraît compliqué. Après, on peut rentrer dans le cas d'un transfert, de dire ok, vous cherchez un attaquant, on veut plus de Dzeko, il a 31 ou etc. Mais Dzeko aujourd'hui, après la saison qu'il a faite et le prix que l'avait payé la Roma, ça va coûter très cher pour un garçon que tu revendras plus non plus a priori parce que il a un âge aujourd'hui où ce sera compliqué de valoriser après. Donc ça me paraît cher comme dossier. Donc ça, on est d'accord, le dossier Thauvin paraît quand même assez serré, ce dossier Thauvin. Déjà un dossier, c'est déjà bien compliqué. Quand il y en a deux au milieu, c'est terrible. Voilà, donc il y a l'air quand même d'avoir très très peu d'espace pour exister sur cette rumeur Thauvin-Roma. Attention quand même à cette prolongation forcément de contrat. On ne blâme pas l'agent de Thauvin, dans le sens où c'est vrai que s'il ne va pas demander une prolongation après une saison comme ça, je crois qu'il la demandera jamais dans sa vie. Absolument. Sachant qu'en plus, Thauvin, quand il était revenu à l'Olympique de Marseille, avait consenti des efforts au niveau de son salaire. C'est forcément qu'il cherchait un an après à rééquilibrer la balance. Si ça se passait bien, ça fait partie du jeu. Après, la direction olympienne de ne pas non plus céder et lui accorder un gros salaire. On sait qu'en termes de symbole face au reste du vestiaire, c'est toujours des signaux. Mais comme on disait, c'est un peu le phare aujourd'hui du projet Champions Project, comme tu disais. C'est un peu comme si PSG perdait Verratti pour nous, sans lui donner une importance inconsidérée à Florian Thauvin. Mais par rapport à notre budget, nos moyens, c'est un peu le joueur aujourd'hui comme Verratti à PSG. Si tu perds ce joueur-là, tu vas expliquer quoi pour ton projet Champions Project, comme eux qui veulent gagner la Ligue des Champions si tu lâches Verratti. On est un peu au même stade, quoi, pour une fois. C'est vrai que ça devient compliqué, bien vu. Carlos Bacca, messieurs, on a vu dans les dossiers, là, par rapport à Jovetic et autres, on sait que sur Jovetic, son entourage assure qu'il n'y a pas de négociation avec l'Olympique de Marseille, qu'il n'y a pas d'offres et qu'ils ne sont pas prêts à en recevoir. Du côté de Carlos Bacca, donc ça semble être la piste la plus chaude, même si dans une interview, il a dit « je suis très bien à Milan, j'ai encore 3 ans de contrat ». On est d'accord, ça c'est de la com, c'est surtout pour dire que j'ai 3 ans de contrat, c'est pour leur dire. Hier, son agent a aussi fait pas hier, en Italie, il a parlé il y a 2 ou 3 jours en faisant des déclarations sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1 en disant que c'était quand même un bon championnat, que c'était un championnat qui voulait rester en Europe. Joueur, pour rester en Europe, pour la Coupe du Monde, etc. Donc il a un petit peu ouvert la brèche quand même dans la communication. Carlos Bacca, c'est quand même c'est un vrai buteur, c'est un profil forcément qui à l'Olympique de Marseille va plaire, et pas seulement sur sa nationalité. Est-ce qu'il va en exagérer si on dit que c'est un peu un Carlos Tevez en accessible, sachant que Carlos Tevez maintenant touche des milliards qu'il est payé en brouette en Chine. Pour nous, ça pourrait être l'équivalent, je pense. Ouais. Un garçon comme Jovetic, aujourd'hui, c'est trop irrégulier, je pense. Un garçon comme Bacca, les 6 dernières saisons, il met toujours un but tous les 2 matchs, quel que soit son club, à Séville, à Bruges et même à Milan. Alors, j'entends cette année, il a moins fonctionné. Quand même, à 13 buts en Serie A en 28 matchs titulaires. 13 buts en Serie A, ça en vaut 18 ou 20 en France. CF, Cavani, Ibrahimovic, qui marquaient pas 50 buts à l'année en Italie. Hein. Donc pour moi, ça vaut plus de buts. Surtout, il faut voir un peu ceux qui ont vu les matchs du Milan AC. Il faut être attaquant. Dans cette équipe du Milan AC, ça balance de longs ballons devant. Il faut se débrouiller pour essayer de marquer. Non, pour moi, c'est le vrai tueur, le vrai buteur qu'on n'a pas, qui nous manque depuis bien longtemps. C'est un attaquant racé, c'est un attaquant très typé, c'est un attaquant qui va vite. Football moderne, malheureusement, on a besoin de vitesse. Ça va beaucoup plus vite que Baffé.
ça travaille sur le terrain comme Bafé. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est un attaquant qui a l'expérience, qui a joué dans des grands clubs, qui a gagné des titres, qui est international colombien. C'est une nationalité qui plaît bien à Marseille, parce qu'on préfère un Colombien qu'un Suédois, c'est quand même plus sexy au stade. Et plus, tu vois ce que je veux dire. Et également, on rappelle que la femme de Frank McCourt est colombienne et avait dit qu'elle voulait pourquoi pas un joueur colombien. Ça peut marcher des fois, ce genre de choses. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, si on est lucide sur le marché, il n'y a pas 650 attaquants à signer pour l'OM. Et puis, moi, ce que je dis toujours au club, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, il y aura toujours les mêmes joueurs. Hein. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des joueurs qui vont être créés au mois d'août. Mais il n'y a personne qui arrive. C'est toujours les mêmes. Les effectifs sont toujours les mêmes. Après, il y a ceux qui ont signé, ceux qui peuvent partir et pas partir. Mais la liste, elle n'est pas longue. Et tous les joueurs dont on a parlé à l'époque, je me rappelle la dernière mission qu'on a fait, Mandzukic, c'est fini, il a prolongé. Le Portugais, il a signé à l'AC Milan, Silva. Donc toute la liste qu'on avait faite, il reste qui aujourd'hui au final? Et c'est justement ça aussi. C'est que Bacca aujourd'hui, c'est la solution pour moi, la meilleure pour Marseille. Bacca, après, il y a aussi une solution. Parce qu'il ne va pas rester à Milan. Parce que voilà, c'est ça, c'est qu'il ne va pas rester à Milan. Pourquoi on a l'opportunité. Alors, parce que Milan a recruté André Silva, donc qui est un jeune de Porto. Il rêve en fait de prendre une tête d'affiche parce qu'il y a des nouveaux propriétaires asiatiques qui veulent mettre beaucoup d'argent. Il rêve de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été formé au Milan AC, qui était là par son père. C'est vrai, tiens, à Dijon à l'époque, c'est ça? Avec Rudy Garcia. Exactement. Voilà. Et donc il rêve de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc du coup, Carlos Bacca se retrouve un peu sur la sellette. C'est un peu l'homme de l'ancien projet, mais bon. C'est un peu à récupérer. Enfin, ancien projet Milan, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu? Je sais pas, moi je pense que ça pourrait bien aller avec Germain, parce que, je sais pas si on peut le dire ou pas, mais apparemment oui, Germain, c'est fait, oui, on a le droit. C'est vrai que moi, Germain, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ça bouscule quand même un peu la façon de jouer et le format de l'équipe. Parce que c'est une sorte de Djorkaeff de 9,5 en fait, qui joue très bien avec quelqu'un à côté de lui, mais pas tout seul en pointe. Pas tout seul en pointe. Tu penses que Germain non, je pense pas qu'il puisse. Enfin, c'est mon avis. Hein, je sais pas si Gomis, par exemple, je pense qu'il avait les épaules, mais est-ce qu'on n'a pas avec. C'est une question, mais est-ce que on n'a pas un a priori par rapport au physique? Parce qu'on a tellement l'habitude de voir des mecs en pointe évoluer grands, costauds, qu'on voit Germain, on se dit ah tiens, il peut pas, alors qu'en fait, vu que ça joue à terre et que c'est quand même, il joue avec son intelligence de jeu. Quand il joue à Monaco, il a joué avec Falcao, avec lui. À Nice, c'était avec Ben Arfa. En gros, c'est Ben Arfa qui joue en pointe. Il y avait Pléa, aussi, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que c'est là qu'il est le meilleur, quoi. Et ça pourrait être bien avec un joueur comme Bacca, parce qu'apparemment, Bacca, il a les épaules assez larges pour remplir le rôle de pointe seul. Mais après, j'imagine qu'il y a d'autres pistes, comme les pistes comme Chicharito et Giroud. C'est trop gros pour nous. Giroud, c'est pas accessible tout ça. Ça a prolongé, voilà. Et Chicharito, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais personne ne bouge, ce qui est quand même assez cher aussi. J'ai des clubs que j'ai entendus qui regardaient. Les Leverkusen demandent beaucoup d'argent. Le salaire du joueur est important. Et il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés parce que le joueur est bon. Mais les conditions économiques font que Bayer a beaucoup d'argent. Hein, c'est les laboratoires. Oui. Hein. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui veulent le prendre, mais il coûte trop d'argent. Un petit peu comme Giroud aujourd'hui, qui n'est pas faisable en France économiquement. C'est pour ça que quand tu regardes ce qui est disponible sur le marché et ce qui est faisable économiquement, la liste, c'est peut-être 3-4 noms. Et après ces noms-là, ils vont aussi partir dans d'autres clubs parce que le mercato, personne n'attend. Qui a d'autres qui en difficulté après, quoi. Qui s'intéresse à Bacca, qui a comme autre club? Alors aujourd'hui, on parle de Galatasaray. Donc qui sur un peu tous les joueurs qu'ont l'OM. À une époque, c'était Lyon. Il y a quelques années, il y en avait comme ça. Galatasaray, ils peuvent pas payer 25 millions puisque c'est pas des clubs qui font des transferts ou des transferts importants. Mais je pense qu'ils attendent toujours Gomis, donc ils doivent mettre un peu la pression en disant ok, il est toujours pas là, on va avancer sur Bacca. C'est plus une opération de com que vraiment. De toute façon, les déclarations de son agent sur les championnats européens, c'est vrai, faisait part vraiment des 5-6 championnats, si on intègre le Portugal, où il faisait référence aux gros clubs portugais. Et c'est vrai que la Turquie n'en fait pas partie. Il y a une Coupe du Monde à préparer. Bacca a une place à défendre parce qu'il n'est pas seul. Il y a un certain Falcao qui revient plutôt bien cette dernière saison avec Monaco. Donc, pour lui, il a tout intérêt à briller à ce niveau-là. Carlos Bacca, pour finir, c'est aussi un attaquant qui était titulaire, je le précise, je ne fais pas campagne, mais qui était titulaire quand Kevin Gamero, il jouait avec Kevin Gamero à Séville. Et on a parlé d'un Kevin Gamero transféré 40 millions à l'Atlético Madrid, tout le monde trouvait ça génial. Quand ils étaient ensemble, Bacca, il était au-dessus, donc il y a peut-être quelque chose à gratter à ce niveau-là. Messieurs, on va changer de poste. Miguel Trocco,
Je suis sûr que ça vous parle pas. Enfin, ça me rassurait d'ailleurs que ça vous parle pas parce que sinon, ça serait quand même inquiétant. C'est un latéral gauche péruvien international qui joue à Flamengo. Je crois bien. C'est ça. C'est Flamengo, c'est ça, je reconnais. Je vois l'écusson, je me dis tiens. C'est Fla. Fla. Et oui, parce que tu dis flou pour Fluminense, bien sûr. Plus que le profil, parce qu'on est d'accord, on l'a pas vu jouer. Est-ce que c'est séduisant dans le sens de dire on va chercher un international sud-américain, on sait que ça a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Ça fait la transition parfaite avec Patrice Evra qui est là encore pendant un an, ou tout du moins qui va passer le relais dans la saison, mais qui va démarrer titulaire. Est-ce que c'est le bon profil, on va dire, à recruter en tant que latéral gauche? C'est très bien de recruter quelqu'un à gauche. Parce que bon, de toute façon, la défense, à part peut-être Sakai, je pense qu'il faut la revoir entièrement. Malgré Evra et malgré le fait qu'il y ait Bedimo aussi en doublure d'Evra. Mais faut pas l'oublier, Riton Bedimo. Faut pas l'oublier, mais on n'est pas. Je trouve qu'on n'a vraiment pas le niveau de. Même pourtant Evra, c'est quand même un super joueur international et tout ça. Il a tout connu, mais moi je l'ai trouvé vraiment très fatigué et vraiment des fois à la traîne sur certaines actions de la fin de la saison dernière. Et une rumeur d'un joueur en devenir, en tout cas pas forcément un titulaire indiscutable qu'on va payer 15 millions, mais d'un bon futur joueur à gauche, je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Yvan, ça te semble séduisant? Plus par exemple on parle beaucoup de Ferland Mendy sur le marché français, pas spécialement à l'OM, là on en parle dans tous les clubs de Ligue 1, latéral du Havre. Est-ce que peut-être mieux aller tenter sa chance avec un joueur si on est sud-américain? dans le raisonnement économique, aujourd'hui le Havre, je crois qu'il demande plus ou moins 5 millions, ce qui est cher pour un joueur de la Ligue 2, même si le joueur est très très bon. Je pense aujourd'hui qu'on est sur des prix à peu près similaires. Entre un joueur du Havre français et un joueur d'Amérique du Sud, les prix sont pas toujours très sympas non plus en Amérique du Sud, mais je pense pas qu'ils demandent une fortune non plus. Après, c'est un choix du club. C'est aujourd'hui ou de dire on prend des joueurs de 30 ans qui ont fait leur carrière, qui viennent de finir chez nous, mais qui sont encore bons. Tous les noms qu'on a vu passer, là, les Sagna, les Mathieu, machin. Ou de dire on mise sur de la valorisation de joueurs et on doit créer des joueurs. Et là, tu prends des joueurs comme ça en te disant on l'a vu 100 fois, il nous plaît, on y croit, il va faire le futur Marcelo, et tu investis dessus. Mais est-ce que c'est ça la politique du club aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Alors, c'est une info aussi qu'il faut donner parce que beaucoup de gens veulent des joueurs à gauche, ne sont pas convaincus, comme toi de Patrice Evra sur sa fin de saison, et disent oui, il faut qu'on recrute. Précisons tout de même, parce que c'est important, le recrutement de l'Olympique de Marseille ne peut pas être sur un titulaire au poste d'arrière gauche au vu de ce qu'ils ont passé des accords qu'ils ont passés au moment où ils ont signé Patrice Evra. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas recruter un titulaire et dire à Evra désolé mon vieux, tu vas être numéro 2. Ils ont un accord avec lui, il a signé parce qu'il savait qu'il allait démarrer cette saison en tant que titulaire. Et donc, du coup, ils sont un peu pieds et poings liés là-dessus. Si tu démarres et que tu vas mettre Evra directement sur le banc, tu as le risque quand même que derrière, ils te mettent un peu le feu au vestiaire. C'est pas la première fois, on a vu ça avec de nombreux joueurs, c'est souvent le cas. Mais quand il y a un accord comme ça, tu es obligé de recruter un mec à qui tu peux pas promettre une place de titulaire de suite. C'est pour ça que le recrutement au poste d'arrière gauche là-dessus semblait être une solution idéale. Ouais, d'un mec en devenir, quoi, une doublure. Voilà, à qui tu dis tu vas prendre progressivement la place. Ouais, mais à qui tu dis aussi à Evra, t'inquiète pas, c'est toujours toi le titulaire, mais il y en a quand même 2 derrière toi à ton poste, ça fait quand même un peu bizarre. Il n'y a aucun problème, mais il y a 2 joueurs derrière. Alors après oui, le deuxième joueur étant Riton Bedimo, qui a toujours 2 ans de contrat et qui a aucune raison de s'en aller. Il y a ce que tu dis, de ce qu'ils lui ont dit, tu vas jouer, etc. Parce qu'il n'est pas venu pour pas jouer, et puis il y a le salaire. Quand tu mets un gros salaire sur un joueur, c'est difficile de le mettre sur le banc aussi, qu'on le veuille ou non. Et on est un peu à ce problème-là, je pense. Il va falloir voir justement tout miser sur la préparation de Patrice Evra. Et pour ça, je vous invite à aller checker son Instagram et ses vidéos de pompe et d'exercice physique. C'est un peu comme ces émissions, vous savez, sur la TNT, là où on vous propose de faire de la gym. Ben, vous avez le coach Patrice Evra à votre dispo. C'est sur Instagram. On enchaîne avec Alexandre Song. Alors, on en a beaucoup parlé du Camerounais. On l'a présenté comme le chouchou de Zubizarreta parce qu'il avait recruté. Il avait quand même mis 20 millions d'euros à l'époque avec Barcelone pour le déloger d'Arsenal. Maintenant, Alexandre Song, il joue au Rubin Kazan en Russie. Il joue. Alors, ça reste quand même titulaire. Ça fait grosso modo 25 matchs sur la saison. Et Alexandre Song, on en parle au milieu de terrain. Zubizarreta le préférait par exemple à William Vainqueur. Est-ce que Alexandre Song, ça vous séduit ? À prendre un ex-joueur du Barcelone, j'aurais préféré Alexis Sanchez, mais bon. Non, c'est un joueur sérieux, je veux dire, il peut jouer 6, il peut jouer 5, donc dans la rotation, ça peut être sympa.
Après, ça joue Arsenal, ça joue à Barça. J'ai pas vu jouer cette année à Kazan, je sais pas où il en est. Mais bon, le joueur est là. Voilà, je pense que et ça rentre dans le cadre un petit peu de ces anciens joueurs connus qui ont un problème, qui ont plus d'espace ou un problème ailleurs, et que tu regardes pour les faire revenir et les relancer un peu chez nous. Non, je pense que la qualité est là, l'expérience est là. Économiquement, je sais pas du tout ce que ça coûte, et à mon avis, c'est cher. Mais je pense que tu perds pas au change si tu dois remplacer Wenger par Song, quoi. C'est cher, c'est un pari à tenter, mais est-ce que c'est un pari séduisant? On se souvient qu'il y a 2-3 ans, il jouait encore à West Ham et il avait été très bon au milieu de terrain. Est-ce que ça te... Parce que là c'est pas un risque zéro comme quand tu avais recruté à Abu Dhabi. Là, il y a quand même un gros salaire et il va avoir une indemnité de transfert aussi à donner. Est-ce que c'est un risque à prendre? Moi, je trouve que c'est un très bon joueur, mais je suis particulièrement fan de William Wenger. Ah, tu n'es pas le seul. Et encore plus que le joueur, parce que je pense que il y a beaucoup de bons joueurs, mais on sait quand même tous que c'est aussi très important de bien se fondre dans le club et dans l'effectif et dans la façon de jouer de l'équipe. Et je trouve que Wenger, il a quand même admirablement fait ça l'année dernière. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on parte en basant l'équipe sur les joueurs qui sont titulaires indiscutables et qui surtout se sont vraiment fondus dans l'effectif. Et c'est le cas de Wenger, même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que lui, hein, c'est sûr, à son poste. Mais je sais pas, j'aime bien moi les joueurs comme ça qui sont... De toute façon, en Sentinelle, il faut aussi des mecs qui sont capables de passer le ballon et se dire tiens, on va laisser les autres participer au jeu offensif, on reste derrière. Ouais. C'est vrai que voilà, ça demande une certaine dose d'humilité. Donc tu dis que dans le caractère où tous les jours dans le club, William Wenger a fait preuve. Peut-être qu'on peut faire venir une star comme ça, mais on ne sait pas s'il va s'adapter. Après, ça risque de faire un déséquilibre au milieu et ça fait, tu vois, c'est quand même assez fragile l'équilibre d'une équipe. Et je trouve qu'avec Wenger, on avait trouvé à un poste clé quelqu'un de très bon. Donc je pense que ce serait mieux de rester sur lui. 2,5 millions net par saison sur 4 ans. C'est ce que lui propose Galatasaray. Ça fait quand même adapter, s'aligner là-dessus. C'est faut être costaud. Ouais. Ça fait 400 000 euros brut par mois. Voilà. Donc 400 000 euros brut, on est à Alexandre Song. Mais tu préfères quand même William Wenger? Ouais, je pense. On peut, hein. Je pense que je préfère Wenger. Ouais. C'est sûr qu'en termes d'humilité, hein, voilà, entre Wenger et Alexandre Song, je crois que. Bien, en plus, le joueur, son style de jeu et tout, il est agréable à voir jouer, je trouve. Enfin, je vais pas parler de lui au c'est vrai qu'il n'est pas encore. Mais donc il sera pas, en pensant à ça, il sera pas à la reprise lundi, donc. Puisque aucun accord a été trouvé aujourd'hui. Il est contractuellement sous contrat avec l'AS Roma. Il va faire la reprise avec la Roma. Il a encore un contrat d'une saison avec l'AS Roma. Messieurs, dernier dossier d'actualité. Steve Mandanda, désormais Crystal Palace demandait 5 millions d'euros. Et puis là, maintenant, ils sont montés à 8. Ah bon, c'est peut-être une mauvaise conversion entre journaux britanniques et français, attention. Mais quand même, est-ce que ce bras de fer entre Crystal Palace et l'OM, ça vous inquiète ? Ou vous pensez que le bon sens va l'emporter, l'OM va peut-être demander aux joueurs de monter au créneau, histoire de mettre un peu la pression sur son club. Comment vous voyez les issues des négociations, sachant que Crystal Palace, ils s'en foutent, ils sont capables de le payer ils jouent pas là-bas. Pour le laisser en tribune. Quand un joueur joue pas, c'est quand même leur intérêt de le faire partir. S'il jouait titulaire, ça serait compliqué, mais il joue pas. Après, tu l'as vendu 2 millions, c'est-à-dire pas très cher. Aujourd'hui, pourquoi ils te demandent cet argent-là? Parce que je pense qu'ils sont pas contents, puisque s'ils étaient contents, ils joueraient. Donc le point de départ, c'est qu'ils sont pas satisfaits. Et puis après, quand tu as une communication du club qui dit on a de l'argent, on a de l'argent, on a de l'argent, et quand tu vas taper à la porte des clubs pour demander un joueur, forcément on va te multiplier le prix par 1,5 ou 2, puisque tu as dit que tu avais de l'argent. Donc je pense que la discussion aujourd'hui, elle est là, de dire ils ont les moyens, pourquoi on ne le vendrait que 2 millions? Nous, on a fait une belle affaire d'acheter 2 millions, 5 millions, international français, pourquoi pas ce prix-là? Si quelqu'un est capable de le mettre. Et ils savent qu'ils veulent le récupérer. Ils savent qu'il n'y a que l'OM pour lui aller. Il y a trop de force de Marseille aujourd'hui, et pareil pour le joueur vers Marseille. Donc ils savent que le joueur va y aller, que Marseille le veut. Donc aujourd'hui, c'est dire, nous on veut ça, vous voulez faire l'opération, il faut payer ça. Et là, tu rentres dans des discussions qui sont, 1, pas sympas, 2, qui peuvent durer, et 3, qui vont énerver tout le monde. Cet hiver, l'OM a réussi à faire plier West Ham pour Payet avec un transfert. C'est une performance quand on voit les prix qui étaient annoncés au départ, et puis la valeur de Payet à ce moment-là. Il flambait particulièrement quand même. Payet, c'est pas mal d'arriver à ça. Est-ce que l'OM peut arriver à gagner un deuxième bras de fer avec Crystal Palace cette fois-ci? En donnant beaucoup d'argent à West Ham, comme ils ont donné beaucoup d'argent à West Ham pour arriver à faire Dimitri, ça sera le même schéma. Aujourd'hui, Crystal, ils ont certainement vu ce qu'a fait l'OM. Tu vends Payet pour... 30 millions. Non, quand ça part à 15, et derrière, ils récupèrent 30. Donc aujourd'hui, ils se disent 2,
4, bon, on va faire 5. Mais sauf que Mandanda, il a pas joué de toute l'année dernière, non? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est un peu dur. Il a fait une dizaine de matchs. Il a un statut, que tu le veuilles ou non, qui joue pas, il a un statut, Steve. Ouais, c'est sûr. Et aussi peut-être la nomination du nouveau coach qui va pouvoir changer la donne à Crystal Palace, qui a fini la saison avec Sam Allardyce. Vous savez, Big Sam, la belle légende, de très belles histoires à raconter sur cet entraîneur, éphémère sélectionneur d'Angleterre, qui a pris sa retraite. Voilà, je ne sais pas vous, moi j'y crois absolument pas, mais bon. Yvan, tant qu'on parle des gardiens de but, Julien Fabry, je sais que tu t'occupes de ses intérêts. On sait qu'il est toujours jeune gardien marseillais, toujours sous contrat à l'Olympique de Marseille. Il sort de 2 saisons à Bourg-en-Bresse où il a beaucoup joué. Il a plus de 50 matchs maintenant en Ligue 2. On parle de lui à Brest, c'est ça. Mais du coup, j'imagine que Brest, vu que c'est un club qui joue la montée, ils vont pas accepter un prêt. Ils vont pas vouloir le prendre en prêt de l'Olympique de Marseille. C'est un transfert qui se dessine. Aujourd'hui, on discute avec Marseille, entre Brest et Marseille et d'autres clubs, puisqu'il y a plusieurs clubs qui sont manifestés. Bourg-Perona, déjà évidemment, qui veut le garder puisqu'il a bien fonctionné. Et puis d'autres clubs qui nous ont contactés. On a eu quelques petits clubs de Ligue 1 pour qu'il soit doublure, mais il est trop jeune, il faut qu'il joue. Et donc ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Julien, c'est de passer un palier. Passer le palier, c'est aller vers un club un peu meilleur et qui joue la montée et jouer un petit peu autre chose. L'accord entre Brest et Marseille, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas trouvé. C'est pas fini, mais ça devrait se faire. Après, on est obligé aussi de partir puisque Marseille a pris une option de dire on va prendre le numéro 1, Yoann Pelé en numéro 2. Sinon, évidemment que si on avait proposé la place de numéro 2 à Julien, qui avait un intérêt pour lui, Marseillais, d'essayer de faire quelque chose, de jouer les coupes avec l'OM, etc. Après, il y a une décision qui est prise, qui est bonne, qui est mauvaise, c'est leur décision. Donc nous, on fait en fonction, et faire en fonction, le garçon, il faut qu'il joue tout simplement, et même si c'est loin de Marseille. Brest, ça joue la montée ces 2 dernières saisons. C'est sûr que ça peut être intéressant. Il y a un entraîneur qui est réputé aussi il y a un entraîneur réputé, Jean-Marc Furlan, pour le jeu offensif. J'imagine que ça joue aussi dans la balance. Il y a des clubs de Ligue 1 aussi qui s'intéressent à lui, parce qu'il était quand même dans la présélection des meilleurs gardiens de Ligue 2, présélection espoir. Enfin, il y a des... Pour quelques mois, sur sa date de naissance, malheureusement, il n'a pas pu être convoqué avec les espoirs. C'est clair que ça changeait les choses. Parce que quand tu es avec les espoirs, ça te donne un statut, une visibilité. Peut-être que Marseille aurait eu une autre attitude aussi si il était à l'Euro des espoirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Mais sur ce qu'il a fait sur le terrain, il a montré qu'il avait la qualité. Après, c'est toujours difficile pour un club de Ligue 1 de dire on prend en Ligue 2, il était très bon en Ligue 2, on va le mettre en Ligue 1 et ça va aller pareil. Donc, il propose souvent à un jeune joueur de venir faire le numéro 2, jouer les matchs de la Coupe, la Ligue, la France, etc. C'est vrai que c'est des risques. C'est Rennes qui l'avait fait, je me souviens, avec Benoît Costil, qui est arrivé de Sedan. Si je me souviens même, c'est vrai que c'est assez rare de voir un club qui mise sur un gardien de Ligue 2. Généralement, il monte avec les clubs promus, comme Baptiste René, par exemple, avec Dijon, qui a fait une grosse saison. Prise de risque pour les clubs sur le gardien de but, tu peux pas te tromper, comme sur l'attaquant, etc. Donc, ils préfèrent quand même passer le temps, avoir le temps. Et c'est pour ça que souvent, les gardiens jouent un peu plus tard. On n'en voit pas des très très jeunes, ou c'est plus rare de voir des très très jeunes comme Donnarumma, etc. Ou comme Alban Lafont. Tiens, voilà, on a fait le tour de l'actualité. On va passer à un pourquoi pas nous, qu'on va se faire comme ça, tranquillement.